Bienvenue. Devant moi se trouve un Motorola Razr 70 et aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer cet appareil. D'accord, donc, lorsque vous démarrez votre téléphone pour la toute première fois, il ne devrait pas faire de choses bizarres comme il l'a fait pour moi. Donc oui, lorsque vous le démarrez pour la première fois, vous devriez voir le même écran que celui que vous voyez de mon côté. Et ici, vous pouvez choisir la langue souhaitée, ce que je vous recommande de faire dès maintenant. Et pour moi, il a sélectionné la bonne, l'anglais. Maintenant, la région n'a pas vraiment d'importance. Et avant d'aller plus loin, je tiens à souligner rapidement que nous avons également des paramètres de vision juste ici. Donc, si vous avez une sorte de déficience visuelle, vous pouvez cliquer juste ici en bas, puis choisir quelques options qui, je l'espère, vous permettront de naviguer et de voir le téléphone un peu plus facilement. Nous avons donc des options comme l'affichage et la taille du texte. Vous pouvez donc choisir chacune d'entre elles juste ici pour essentiellement agrandir la police. L'affichage, en gros, impliquerait tout, y compris les boutons, les icônes, et ainsi de suite. Vous pouvez activer le texte en gras et le contour. Vous avez aussi l'agrandissement qui vous permet de zoomer. Sélectionner pour prononcer, donc c'est juste un talkback complet. Ou désolé, non. Il s'agit simplement de la fonction sélectionner pour prononcer, et nous avons talkback juste en dessous. Maintenant, si vous n'avez jamais utilisé TalkBack, cela peut essentiellement être utilisé pour naviguer sur votre appareil sans même le regarder. Cela prolonge évidemment l'utilisation de votre appareil si vous n'avez jamais utilisé TalkBack, car il permet de naviguer par balayage, clic et ainsi de suite. Et il lit tout ce qui est sur l'appareil, ce qui est censé être sélectionné, et vous pouvez simplement effectuer des balayages pour changer la sélection double-tapée ou faire des appuis simples pour effectuer des actions. Et en gros, il lit tout, chaque action que vous effectuez. Donc vous pouvez fermer les yeux et utiliser l'appareil. Mais je tiens à vous prévenir, il faut un moment pour s'y habituer. Et tout ce sur quoi vous appuyez, même quand vous pouvez le voir, disons comme des boutons à bascule, devient un peu plus pénible car vous devez d'abord appuyer dessus pour le sélectionner, puis double-taper pour l'activer au lieu de ce que vous feriez normalement, c'est-à-dire juste appuyer dessus et c'est bon. Mais bref, passons à la suite. Donc, je vais sélectionner « Démarrer » maintenant. Et voilà. Et ensuite, configurer en utilisant un autre appareil. C'est la première chose que vous verrez apparemment et je vous le montrerai. Mais sur mon appareil, j'ai Tailscale activé, donc ça ne s'affiche pas. Mais en bas, quelque part sur votre ancien téléphone, vous aurez une fenêtre contextuelle pour configurer votre Motorola Razr 70. Et si vous choisissez de le faire, ce qui va se passer ensuite, c'est que sur cet appareil, je crois, il va vous montrer un chiffre, et puis sur votre ancien appareil, il va vous montrer les 3 chiffres, 3 différents, et vous devez sélectionner celui qui correspond à ce que vous voyez sur cet appareil. Et une fois que vous l'aurez fait, vous devrez peut-être aussi confirmer votre verrouillage d'écran. Une fois que vous avez fait cela, il transférera automatiquement tous vos comptes Google ou tout autre type de compte connecté dans les paramètres ici, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit de plus, ce qui est plutôt agréable car, vous savez, taper vos mots de passe, les vérifications et tout le reste, c'est assez agaçant. Cela rend les choses vraiment faciles. De plus, cela vous permettra également de récupérer toutes vos photos et vidéos si elles sont stockées sur le cloud Google, c'est-à-dire les applications, les contacts, les messages, et ainsi de suite. Il s'agit donc d'une migration très rapide des données qui sont déjà stockées sur le cloud. Passons à la suite, la connexion Wi-Fi. Cette étape est facultative, vous n'êtes pas obligé de la faire, donc je vais la passer. Ensuite, nous avons l'insertion de la carte SIM. Maintenant, cet appareil prend en charge la carte physique, comme vous pouvez le voir ici sur l'animation, et il prend également en charge les SIM. Maintenant, je ne suis pas sûr que les SIM apparaissent ici comme option, mais si c'est le cas, sachez simplement que vous devrez être connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile, un réseau mobile pour que l'option d'ajout, pour que la possibilité d'ajouter une eSIM soit réellement disponible. Je vais passer cette étape, ce qui signifie que l'appareil sera en mode hors ligne faute de connexion Internet. Ce message m'indique que sans cela,
je ne pourrai pas me connecter à Google, restaurer mes applications et données, obtenir de mises à jour ou régler automatiquement la date et l'heure. Cela ne concerne que la configuration. Une fois terminé, je pourrai tout modifier et me connecter au réseau. Ce n'est pas gravé dans le marbre, donc vous n'avez pas vraiment besoin de vous en inquiéter. Vous pouvez simplement sélectionner « Continuer ». Ensuite, nous avons la confidentialité et la sécurité. Maintenant, cela vient de Motorola et nous avons quelques éléments différents ici. Vous pouvez les parcourir et les désactiver si vous le souhaitez. Par exemple, l'option « Améliorer les produits Motorola » signifie que vos données d'utilisation seront exploitées pour optimiser nos produits et résoudre d'éventuels problèmes. Maintenant, ce qu'ils entendent par « aider à améliorer les produits Motorola », c'est vendre vos données pour que Motorola puisse gagner plus d'argent. C'est ce qu'ils veulent dire. Je recommanderais de désactiver cela. Vous ne tirez aucun revenu des données que vous générez, donc il n'y a aucune raison pour vous de les partager. Et soit dit en passant, l'excuse d'aider à améliorer les produits Motorola, vos données ne sont pas nécessaires pour ça. C'est leur foutu boulot de le faire. S'ils ne le font pas, vous pouvez toujours passer à une autre marque d'appareil ou même aux iPhones. C'est donc dans leur intérêt de le faire à leurs propres frais. Leurs revenus proviennent de la vente de l'appareil, ou du moins, c'est ce qu'ils devraient être. Mais de nos jours, les entreprises gagnent une tonne d'argent en plus en vendant vos données personnelles qu'en vous vendant l'appareil coûteux, scandaleusement coûteux. Maintenant, passons à la suite. Nous avons la date et l'heure, car comme je l'ai dit, je ne me suis pas connecté au réseau, donc je peux régler ça ici, ou je peux simplement ignorer ça, et plus tard, quand je me connecterai au réseau, cela sera automatiquement modifié. C'est donc ce que je vais faire. Ensuite, nous avons la configuration du code PIN. Le code PIN est l'une des options que je peux configurer. Vous pouvez en fait choisir entre un schéma ou également un mot de passe. Vous ne pouvez en utiliser qu'un seul. Maintenant, si vous prévoyez également d'ajouter une empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, vous serez toujours obligé de sélectionner un code PIN, un schéma ou un mot de passe, car les données biométriques, c'est-à-dire l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, ne sont pas fiables à 100%. Donc, dans les cas où ils ne parviennent pas à déverrouiller votre appareil, vous pouvez toujours compter sur le code PIN, le schéma ou le mot de passe, qui, tant que vous les saisissez correctement, déverrouilleront votre appareil. Maintenant, pour cela, je vais passer la configuration de tout type de protection, mais je vous recommande d'en configurer une. Je saute cette étape parce que je ne vais pas utiliser cet appareil. C'est, vous savez, pour le travail, donc ce n'est pas nécessaire. Mais sur mon téléphone, j'ai bien une protection, car si jamais je perdais mon appareil, par exemple, celui qui le trouverait, eh bien, ce serait mieux s'il n'avait pas accès à toutes mes données. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, si jamais vous perdez aussi votre appareil et que quelqu'un décide de ne pas vous le rendre, vous pouvez au moins avoir l'esprit tranquille en sachant que ce salaud ne pourra potentiellement pas utiliser votre appareil. Parce que lorsque vous avez un compte Google connecté sur votre téléphone et que vous avez un verrouillage d'écran, ce qui se passe généralement, c'est que si quelqu'un trouve votre téléphone, il va probablement le réinitialiser parce qu'il voudra l'utiliser. Mais en le réinitialisant, l'appareil devient verrouillé par FRP. Maintenant, il ne pouvait pas le déverrouiller de toute façon avant, parce qu'il ne connaissait probablement pas le verrouillage d'écran de toute manière. Donc, comme il a été configuré par vous et utilisé, ils ne peuvent pas y accéder. En le réinitialisant, cela supprimerait généralement des éléments comme les verrouillages d'écran. Mais lorsque vous avez également un compte Google, ce qui est le cas de la majorité d'entre nous, lorsqu'un tel appareil est réinitialisé, il est verrouillé par FRP, ce qui signifie que la personne qui le réinitialise devra fournir, lors de la configuration, elle y sera contrainte, soit le verrouillage d'écran qui était précédemment utilisé sur l'appareil, soit le mot de passe et l'adresse email réelle du compte Google qui était connecté sur l'appareil. S'ils ne peuvent pas fournir l'un de ces deux éléments, ils ne pourront pas terminer la configuration et se retrouveront donc avec un téléphone qui n'est rien de plus qu'une brique sophistiquée. Donc, au moins, vous pouvez avoir l'esprit tranquille en sachant que ce vaurien ne pourra pas vraiment en tirer profit. Ensuite, nous avons les services Google. Maintenant, je vais prendre un peu de temps pour en parler parce que ça m'exaspère et je trouve important que vous soyez pleinement conscient de ce à quoi nous avons affaire ici, du genre de saloperie que Google essaie de nous faire. Alors, allons-y rapidement. Je ne vais pas lire tout ce qui est écrit ici.
Je vais juste aborder les points les plus importants. Donc, nous avons heureusement tout ce qui est important. Autoriser les applications et services disposant des autorisations de localisation à utiliser la position de votre appareil. La précision de la localisation utilise des informations sur les signaux sans fil tels que les points d'accès Wi-Fi, les tours de réseau cellulaire et le GPS, ainsi que le reste, je m'en fiche. Donc, si on désactive ça, votre appareil n'est pas vraiment, pas localisé. Il l'est toujours. Et de plus, il est indiqué « Application et services ». Or, Google ne se considère pas comme une application ou un service. Je suis presque sûr qu'ils se considèrent comme un système d'exploitation et que ce sont pour eux des informations cruciales au fonctionnement de votre système, ce qui est une foutaise absolue. Mais je veux parler de ça un peu plus en profondeur, donc les applications et les services. Maintenant, concentrons-nous spécifiquement sur les applications, car en désactivant ceci, vous dites délibérément aux applications qu'elles ne peuvent pas utiliser vos données de localisation, ce qui est spécifié juste ici, ce que c'est, SP comme l'utilisation, donc les points d'accès Wi-Fi, les tours de réseau cellulaire et le GPS. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous que cela a vraiment de l'importance? Si la réponse est oui, alors vous avez complètement tort. Donc nous avons des exemples, par exemple Facebook. Je veux dire, ce n'est probablement pas une surprise que le pire enfoiré de la planète, appelé Zuckerberg, vous espionne même quand vous lui dites de ne pas le faire. Oh, attendez, non seulement il le fait avec les applications sur votre téléphone, mais il le fait aussi avec des lunettes quand vous êtes en train de chier. Cool. Bref, donc ouais, Zuck fait l'objet d'un recours collectif pour des conneries pareilles. Donc, en gros, lui, quand vous lui dites non, il prend ça plutôt comme une suggestion ou un défi pour continuer à vous embêter de toute façon et faire tout ce qu'il veut parce que c'est son argent et que vous vous trouvez en ce moment entre lui et les revenus que vous générez pour lui. Donc, il prend ça plutôt comme une suggestion, puis il l'ignore et continue de collecter vos données par des moyens détournés. Parce que même si ça les désactive pour lui, il trouve d'autres façons de continuer à les récolter, ce qui signifie que ce bouton ne sert absolument à rien. Mais quand vous le désactivez, au moins vous avez l'esprit tranquille en sachant que lorsqu'un connard comme Zuck se prend un recours collectif, vous êtes éligible à une sorte de compensation grâce à ce recours collectif quand il aboutit. Donc, je recommanderais simplement de le désactiver complètement parce que vous ne perdez rien, mais vous pouvez toujours y gagner quelque chose. Ce qui, vous savez quoi? Je saisirai la moindre occasion que je peux avec quelqu'un comme Zuck et le coincer pour les trucs glauques qu'il fait. Bref, passons à la suite. Nous avons autorisé la recherche. Permet aux applications et aux services de rechercher des réseaux Wi-Fi, des réseaux et des appareils à proximité à tout moment, même lorsque le Wi-Fi ou le Bluetooth est désactivé. Désolé, j'ai un peu perdu ma voix là parce que c'est complètement débile. Donc ça signifie qu'en fait, votre Wi-Fi et votre Bluetooth ne sont jamais éteints. Car s'ils peuvent toujours le faire quand ils sont éteints, est-ce qu'ils sont vraiment éteints? Si j'éteins mon véhicule, je ne peux pas le conduire. Si je peux, alors il n'est pas vraiment éteint, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, ça n'a pas vraiment d'importance, mais ça se désactive automatiquement avec l'option ci-dessus, alors ignorons-le. Je voulais juste le faire remarquer. Ensuite, nous avons l'envoi des données utilisateurs et de diagnostic. Aidez à améliorer l'expérience de votre appareil Android en envoyant automatiquement des données de diagnostic de l'appareil et d'utilisation des applications à Google. Cela aidera à la durée de vie de la batterie et blablabla, des excuses bidons pour essayer de vous convaincre de le faire, mais en réalité, tout tourne autour de la vente de vos données personnelles que vous générez, parce qu'il faut que les profits augmentent. Et ça ne se fera pas à vos dépens alors que vous donnez gratuitement ce que vous générez. Alors désactivez cette merde. Google ne va pas, évidemment, améliorer son Android à vos frais gratuitement. Vous n'êtes pas leur putain d'esclave. Vous avez déjà payé pour l'appareil. Vos données ne leur appartiennent pas pour qu'ils puissent les vendre à tout va sous le prétexte minable d'aider à améliorer leur système d'exploitation. C'est encore une fois leur putain de boulot de faire ça et pas le vôtre de faire du travail d'esclave gratuit. Et passons au dernier, le plus dégoûtant de tous, qui c'est celui qui m'énerve le plus, installer les mises à jour et les applications.
Sur le papier, ce que je m'apprête à lire n'a pas l'air si terrible, mais je vais entrer un peu plus dans les détails pour expliquer pourquoi c'est la pire saloperie qu'on trouve aujourd'hui sur n'importe quel appareil électronique. Donc, en continuant, ce qui commence automatiquement de façon fantastique comme un chantage, parce que vous y êtes forcé. Il n'y a pas moyen, je ne peux pas refuser ça. Je dois sélectionner je dois poursuivre la configuration, donc je dois automatiquement accepter ceci, et si je ne le fais pas, je ne peux pas vraiment utiliser l'appareil. Mais en continuant, vous acceptez que cet appareil puisse télécharger et installer automatiquement des mises à jour et des applications depuis Google. Vous portez blablabla, le reste n'a pas vraiment d'importance. Mais comme je l'ai dit, ça n'a pas l'air si terrible en surface. La version plus récente de ce message est un peu plus orienté vers ce genre de conneries stupides, mais il cache toujours ce dont il parle réellement, parce que c'est, pour la plupart, un mensonge par omission. Donc, ils essaient de se cacher derrière des mises à jour d'applications et juste des minuscules mises à jour. Maintenant, vous pouvez techniquement désactiver des choses comme les mises à jour système et les mises à jour d'applications dans les paramètres. Si vous n'avez pas d'interrupteur pour désactiver cela ici, même si c'est techniquement possible dans les paramètres, c'est parce que ce réglage ne concerne pas cette fonction. On vous laisse croire que c'est lié, mais cela n'a absolument rien à voir. Ce à quoi il fait référence, ce sont les services de mise à jour OTA. Maintenant, vous ne trouverez ce message nulle part, parce que bien sûr que non, parce que c'est une saloperie effrayante qui tourne en arrière-plan sur votre téléphone, et c'est conçu pour donner le contrôle aux fabricants et aux entreprises sur votre appareil et vous retirer ce contrôle. Vous avez peut-être acheté cet appareil, mais vous ne le possédez pas vraiment à cause d'options absurdes comme les mises à jour OTA. On vous les présente comme des outils pour installer des correctifs de sécurité dès qu'une vulnérabilité est découverte sur votre téléphone. Mais je veux vous poser cette question. Qu'est-ce que vous considérez comme une vulnérabilité? Considérez-vous que c'est une vulnérabilité quand vous téléchargez une application douteuse et qu'elle vous pirate, et c'est principalement là que ça va arriver, et vous espérez que ce soit corrigé? Considérez-vous comme une vulnérabilité qu'une entreprise puisse agir sur votre appareil sans votre autorisation? Je considère cela comme une vulnérabilité plus grave qu'une publicité malveillante qui m'espionne, car Android a déjà des protections contre les logiciels espions. Par exemple, si je saisis un mot de passe dans une application bancaire, elle possède des systèmes pour empêcher les logiciels espions de le voir. Alors, vous savez quoi? Même si je télécharge un malware, ça ne me dérange pas de vivre avec cette merde. Ce avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est quand quelqu'un comme Google ou Motorola peut intervenir à tout moment et décider que, vous savez quoi, je ne peux plus, par exemple, utiliser mon appareil parce qu'ils veulent que j'en achète un nouveau, et cet appareil devient une simple brique parce qu'ils l'ont décidé, parce que je l'ai utilisé un peu trop longtemps, et vous pourriez penser que j'invente des conneries, mais croyez-moi, j'ai des nouvelles pour vous. Kindle, par exemple, a décidé de mettre en place cette connerie où les magasins ont été désactivés et ils ont imposé avant cela que vous ne puissiez obtenir des livres que depuis le Kindle Store et nulle part ailleurs. Vous ne pouvez pas les charger manuellement, donc le Kindle qui a genre une décennie d'âge, vous ne pouvez plus rien utiliser. Les livres qui sont dessus, cool, vous pouvez les utiliser, mais supprimez-les, vous ne pourrez pas les récupérer. Vous ne pouvez pas en charger de nouveau dessus, et l'appareil que vous avez acheté est maintenant essentiellement un presse-papier. Fantastique. Maintenant, c'est Kindle, alors passons à quelque chose d'un peu plus significatif qui fonctionne, par exemple, sous Android, ce qui serait Samsung et leur réfrigérateur intelligent. Ils vendèrent des réfrigérateurs avec des écrans conçus pour, vous savez, pour que vous puissiez vous faire des listes de courses, des photos mignonnes de votre famille, des petits mots. Et Samsung a décidé, ouah putain de merde, un marché inexploité pour la publicité. Il est temps de charger essentiellement cette merde 1 an après que les gens aient acheté un réfrigérateur, ou 2 ans, 3 ans. Dieu sait que ces réfrigérateurs sont sur le marché depuis un certain temps, mais Samsung a décidé tout récemment que, vous savez quoi? Vous allez recevoir des publicités dessus maintenant sur le réfrigérateur pour lequel vous avez dépensé $3000 ouais, vous ne pouvez rien y faire. Mais bon, c'est un réfrigérateur, non? Ce n'est pas vraiment un téléphone, même s'il tourne aussi sous Android. Alors vous savez quoi? Passons à quelque chose qui est un téléphone.
Sony. Sony a des pixels, pixels. Sony a des téléphones Xperia, des appareils extrêmement chers qui ont été conçus spécifiquement dans un but précis, être utilisés avec les appareils photo alpha de Sony comme écran externe qu'on peut utiliser via un câble USB-C connecté à l'appareil photo. C'est évidemment un écran plus grand qui est aussi plus lumineux et également calibré en termes de couleur. Un bel avantage pour lequel vous finissez par payer le téléphone plus cher à cause de cette fonctionnalité. Eh bien, Sony a décidé, vous savez quoi? Nous n'étions pas assez méchants. Nous voulons être de vraies ordures. Alors, notre excuse sera que pas assez de gens utilisent cette fonctionnalité. Et maintenant, nous allons y ajouter un abonnement. Pour couvrir la base d'utilisateurs réels qui l'utilisent encore, voici l'abonnement. C'est quoi ce genre de logique débile? Et tout cela est passé par les services de mise à jour OTA. Tout cela a été installé sur les téléphones des gens à leur insu et sans leur autorisation, quelque part en arrière-plan, sans qu'ils ne s'en aperçoivent jamais jusqu'à ce qu'il soit déjà trop tard. Et je trouve ça absolument inacceptable. Alors, juste un petit conseil, vous pouvez supprimer les services de mise à jour OTA en téléchargeant des applications qui vous permettent de voir les processus en arrière-plan sur votre appareil. Trouvez les services de mise à jour OTA et supprimez cette merde de votre téléphone. Maintenant, il pourrait être vulnérable aux exploits. Mais vous savez quoi? Une entreprise qui modifie les conditions d'achat après l'achat, ça me semble être une sacrée vulnérabilité. Bref, passons à autre chose. Restez à jour. Non, nous n'allons pas rester à jour. Nous n'avons pas besoin que Motorola nous envoie du spam par email. Non, merci. Alerte de protection d'écran. OK, donc c'est un téléphone pliable qui, tout comme n'importe quel autre téléphone pliable, est assez fragile. Et le protecteur d'écran que vous pouvez voir juste ici, comme vous pouvez un peu voir le contour autour, finira par commencer à se décoller. Cela arrive généralement là où se trouve le pli. Quand cela commence à arriver, je n'ai pas lu ceci ici, ce qui est écrit, mais je peux vous dire comment cela fonctionne généralement, du moins, par exemple, pour les Samsung que je possédais auparavant. Quand ça commence à se décoller, ne le décollez surtout pas vous-même. Je veux dire, ça vous dit aussi de ne pas le décoller. Même si ça se décolle tout seul, si vous l'enlevez complètement vous-même, il est possible qu'il n'arrive rien de grave à votre téléphone. Possible est un grand mot ici, car Dieu seul sait. Mais vous perdrez très certainement la garantie de votre appareil si vous en avez encore une. Donc en le décollant vous-même, adieu la garantie. C'est un premier point. Deuxièmement, au moins pour une marque comme Samsung se réserve essentiellement le droit d'annuler complètement votre garantie si vous négligez également de le remplacer. Donc si vous ne le remplacez tout simplement pas pendant une période prolongée et que cela se propage, je ne sais pas, qu'il se décolle presque entièrement, oui, il pourrait peut-être aussi dire « Vous savez quoi ? Vous n'avez plus de garantie parce que vous n'avez pas fait votre travail en remplaçant cela à temps, ce qui est une excuse totalement bidon pour supprimer votre garantie alors que vous utilisiez simplement l'appareil comme prévu. » Donc gardez cela à l'esprit. Je ne sais pas si Motorola fait cela, mais Samsung au moins proposait des remplacements d'écran ou des remplacements de protection d'écran sur leurs appareils lorsqu'ils étaient sous garantie. Maintenant, avec les anciens modèles, ils faisaient cela tant que les téléphones étaient sous garantie. Plus tard, ils sont passés à un remplacement gratuit pour le téléphone pendant toute la durée de la garantie. Les suivants coûtaient, je crois, environ 50 $ ou quelque chose comme ça. Soyez donc conscients de cela. Je ne sais pas si Motorola fait la même chose, mais c'est quelque chose que vous devriez probablement vérifier si vous prévoyez d'utiliser cet appareil pendant au moins 3 ans, je dirais. Donc vérifiez bien pour être pleinement conscient de ce à quoi vous vous engagez. Protégez votre raseur. Voyons voir. Votre téléphone n'est pas étanche, mais il est résistant à l'eau, donc vous pouvez l'immerger jusqu'à 1,5 m d'eau pendant 30 minutes. Évitez de charger un téléphone mouillé. Il contient des aimants, donc faites attention à ça. Avant de fermer le téléphone, assurez-vous essentiellement qu'il n'y a pas de saleté à l'intérieur, car il s'agit d'un écran en plastique ici. Maintenant, les entreprises appellent ça un protecteur d'écran, un truc en verre, peu importe, blablabla. Peu importe comment ils l'appellent, en fait, c'est du plastique. Je peux prendre quelque chose comme mon ongle,
le faire glisser sur cet écran et ça laissera une entaille, un pli visible dans ce plastique parce que c'est un plastique très mou. Maintenant, ça, ils appellent ça du verre parce qu'ils utiliseraient soi-disant un morceau de verre si fin qu'ils peuvent le plier. Mais bon, si ça marche comme un canard et que ça cancane comme un canard, c'est probablement un canard. Donc si ça se comporte comme du plastique, que ça ne se casse pas comme du verre, c'est probablement du plastique, surtout quand on peut utiliser son ongle, qui est relativement mou comparé au verre, et juste laisser une entaille dedans sans abîmer son ongle. Gardez donc cela à l'esprit. N'y mettez rien. N'essayez pas d'utiliser vos ongles pour quoi que ce soit ou de rayer votre écran. N'utilisez pas de stylo dessus ou quoi que ce soit de ce genre, car c'est un écran très relativement mou qui sera marqué. Navigation, bouton, geste, choisissez celui que vous voulez. Je vais rester sur les gestes. Mode clair, mode sombre ou transition. La transition basculera essentiellement de l'un à l'autre en fonction de l'heure de la journée. Configurer le contrôle parental. C'est entièrement à vous de voir si vous voulez surveiller vos enfants. Et nous avons terminé. Alors sélectionnons terminer et voilà. Donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et merci d'avoir regardé.